Bonjour Mathilde, vous êtes présente aujourd'hui à la librairie Dallos pour nous présenter votre ouvrage qui vient de paraître, Le Code civil, un code pour l'environnement. Est-ce que tout d'abord vous pourriez un petit peu vous présenter, justement pour nous dire qui vous êtes Bonjour Vincent, alors je suis professeur de droit et plus précisément je suis professeur à Aix-Marseille Université et je suis spécialiste de droit de l'environnement. Je suis civiliste et spécialiste de droit de l'environnement, donc j'enseigne le droit civil, mais je dirige également un master de droit international et européen de l'environnement à la faculté de droit Aix-Marseille Université. Qu'est-ce qui vous a amené dans votre cursus à étudier le droit de l'environnement spécialement? Alors c'est vrai qu'en tant que civiliste, ça ne va pas de soi de faire du droit de l'environnement. Mais lorsque j'ai fait ma thèse, mon sujet de thèse portait sur le principe de précaution en droit de la responsabilité civile. Donc à l'occasion de ma thèse, j'avais déjà pu me rendre compte du fait qu'il y avait une matière importante, comme le droit de la responsabilité civile, qui participait à la protection de l'environnement par le biais de la réparation, notamment des atteintes et de la prévention des atteintes à l'environnement. Et puis on va dire que depuis une dizaine d'années, le mouvement s'est accéléré et par le biais du législateur, par le biais du juge, un grand nombre maintenant de branches du droit privé s'intéressent à la protection de l'environnement, que ce soit le droit des contrats, le droit des biens, le droit commercial et bien sûr le droit pénal. Donc aujourd'hui, il me semble inévitable, quand on fait du droit de l'environnement, d'avoir à la fois une casquette de privatiste, comme on dit, et une casquette bien évidemment toujours de publiciste. Justement, je voulais revenir sur le titre de votre ouvrage, donc, qui s'intitule Le Code civil, un code pour l'environnement, et cette notion justement de lien qu'il peut y avoir entre le Code civil et l'environnement qui, de prime abord, ne sauterait pas forcément aux yeux. Évidemment. Autant, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, droit civil et droit de l'environnement, ça n'allait pas de soi nécessairement, mais je crois que c'est encore pire quand on pense au Code civil. Code civil et protection de l'environnement, ça paraît même totalement antinomique. Le Code civil est le Code de 1804 de Napoléon. Il est évident que le Code civil n'a jamais pu envisager la crise environnementale que nous vivons, et bien au contraire, ce que je dis dans l'ouvrage, c'est que finalement le Code civil, par certains aspects, participe aux causes de l'Anthropocène, puisque le Code civil est ni plus ni moins que le code qui retranscrit à un niveau législatif les principes de la Révolution, la Déclaration des droits de l'homme de 1789, et qui prône le droit de propriété et la liberté d'entreprendre. Et le droit de propriété et la liberté d'entreprendre sont bien sûr à la source des émissions de gaz à effet de serre, de l'exploitation environnementale de l'environnement, de la terre par le propriétaire. Donc ce sont des droits de l'homme importants, mais qui, par certains aspects, nous ne pouvons le nier, ont également participé à la destruction de notre environnement. Et pourtant, ce que j'essaie de démontrer dans l'ouvrage, c'est qu'on peut noter deux évolutions importantes. Alors l'évolution, elle est, pour une part, elle provient du législateur. Le législateur, depuis quelques années, s'appuie sur le Code civil pour réformer. Donc il ne s'occupe pas nécessairement uniquement du droit public, il s'appuie également sur le Code civil. Et plus particulièrement, en 2016 puis en 2019, il a opéré deux réformes qui ont eu lieu dans le Code civil. Premièrement, il a admis dans le Code civil que dorénavant, lorsque on cause un dommage à l'environnement, eh bien la personne qui cause ce dommage à l'environnement doit le réparer. Donc pour la première fois en 2016, le mot environnement rentre dans notre vieux Code civil de 1804. Et puis en 2019, il vient modifier pour une part la notion de société, et il admet que dorénavant, pour gérer l'activité d'une société, il faut prendre en considération des éléments sociaux et des éléments environnementaux. Donc finalement, il remet en cause, ou il vient délimiter deux grandes libertés individuelles. La liberté d'agir, on peut agir, mais on ne peut pas nuire à l'environnement. Et puis la liberté d'entreprendre, la liberté d'activité, qui est, oui, vous pouvez exploiter, vous pouvez monter des sociétés, mais attention,
il va tout de même falloir vérifier qu'il n'y ait pas des atteintes à l'environnement. Avec ces deux réformes, à mon sens, on n'a pas vu le fait que c'était une véritable révolution qui apparaissait dans le Code civil, puisque ce Code civil, qui est un code initialement tout de même assez libéral et qui promeut la révolution industrielle, on est en 1804, donc ça va venir quelques années après, eh bien, devient un code qui impose aux individus, dans les rapports interindividuels, de tenir compte de la protection de l'environnement. Ce qui m'a amené à essayer de comprendre et de voir quels étaient les articles du Code civil de 1804 qui pouvaient tout de même permettre d'approcher autrement le Code civil et de rénover d'autres dispositions plus anciennes, de les voir autrement et de les interpréter autrement. Donc on peut voir que la structure de votre ouvrage en fait se divise en trois parties, autour toujours de la notion de rapport. Donc vous faites une première partie sur le rapport entre les choses, la deuxième va venir sur le rapport entre la personne et les choses, et vous concluez sur les rapports entre les personnes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment fonctionnent ces différentes interactions et comment elles peuvent se mettre en place dans cette matière? En fait, j'ai repris l'esprit du Code civil, et plus précisément l'esprit du Code Napoléon de 1804. Au cœur du Code civil, il y a la notion de bien, et plus précisément la notion de chose. On va admettre que les choses sont au cœur de la vie des individus et qu'il est possible et même important de faire circuler les richesses et d'admettre que les personnes puissent acquérir des choses et plus précisément acquérir donc ce qu'on va appeler en termes de qualification juridique des biens. Et puis à côté de ça, on va offrir également des pouvoirs à ces personnes. On va leur offrir des pouvoirs même parfois d'aller jusqu'à détruire les choses. Mais on va également tenter d'apaiser les conflits, puisque le but c'est tout de même qu'il y a des choses qui sont désirées. Alors à l'époque c'est la terre, c'est donc l'idée de propriété, et le Code civil c'est la propriété terrienne, c'est le foncier qui compte. On est à l'époque agricole, enfin le début on va dire de l'époque rurale, donc l'idée c'est de pouvoir exploiter, de pouvoir cultiver la terre. Donc la terre est désirée, donc il va falloir également s'entendre et s'accorder entre les individus pour leur offrir des droits, mais leur offrir également des devoirs. Alors des droits, il y en a, c'est le droit de propriété, mais des devoirs, il y en a très peu. Ce sont surtout des devoirs qui sont passifs, quelque part, et qui vont venir de la limitation des droits à. Et avec cette idée que finalement, il y a ce qu'on appelle des choses, mais qu'il est nécessaire d'apaiser les conflits, le Code civil va gérer non seulement les relations entre les choses, mais également les relations, on va dire, entre la personne et la chose. Qu'est-ce que je peux en retirer? Qu'est-ce que j'ai le devoir, au contraire, de protéger? Mais parce que la chose est au cœur des conflits entre les individus, eh bien, on va devoir régler aussi les éventuels conflits entre les personnes, et c'est ce qu'on appelle la matière du droit des obligations. Et moi, ma démarche est donc de savoir quel est le statut de l'environnement en tant, ici, que chose. Mais justement, ça rejoint un petit peu la question qui m'est venue en parcourant votre ouvrage. En fait, vous parlez justement de devoirs et de droits donc, accordés aux hommes, mais également à l'environnement. Et est-ce qu'on ne serait pas à un stade où l'environnement pourrait ou même devrait être considéré comme une personne morale et non une chose Oui. Alors c'est le grand débat actuel. Alors pour préciser la question, ce qui me semble intéressant, c'est de savoir que, en fait,
initialement, ça va de l'ordre de l'évidence en 1804, évidemment que le Code civil n'a pu envisager, les rédacteurs du Code civil n'ont pu envisager des droits environnementaux. Donc il a fallu attendre le fait que les hommes se soucient de plus en plus de l'environnement et certaines impulsions politiques pour voir naître, mais à un niveau constitutionnel, ce qu'on appelle les droits environnementaux, comme le plus connu qui est le droit à vivre dans un environnement sain, qui est reconnu par la charte de l'environnement. Mais moi, ce qui me semble maintenant plus intéressant, c'est de voir effectivement, à un niveau législatif, donc comme celui du Code civil, est-ce que le Code civil lui-même peut retranscrire cette idée de droit environnemental et accorder des droits à l'homme qui tiennent compte de la protection de l'environnement. Alors nécessairement, ça pose la question qui est la vôtre, qui est du statut de l'environnement dans le Code civil. Alors, le Code civil, je vais partir toujours de 1804 pour vous montrer l'évolution. Pour le Code civil de 1804, si je caricature, il y a deux types de choses. On est dans une idée binaire qu'il faut resituer, bien évidemment, fin 18e, début 19e. L'environnement, même si le mot lui-même n'existe pas à cette époque, est considéré comme une chose. C'est une chose. C'est soit une chose appropriée, et dans ce cas-là, l'environnement se confond tout simplement avec le sol, on peut le cultiver, on peut y construire des bâtiments, soit c'est une chose non appropriée. Et ça, c'est très important, parce que le Code civil a prévu une disposition magique, qui est celle que je tente de redécouvrir et que d'autres auteurs également, depuis quelques années, tentent de redécouvrir. Il a prévu un article qui est l'article 714 du Code civil. Cet article 714 du Code civil nous dit qu'il y a des choses qui n'appartiennent à personne. Quand on pense maintenant au XXIe siècle, c'est extraordinaire d'avoir prévu cette disposition. C'est en fait ce qu'on appelle aujourd'hui le grand discours sur les communs. On les a, les communs, ils sont dans le Code civil. Des choses n'appartiennent à personne, on ne peut pas se les approprier. Et donc, dans cet esprit du Code civil, l'environnement lui-même ne fait pas nécessairement partie, dans son ensemble, de ces choses. Il ne nous dit pas quelles sont ces choses dites communes qui ne sont pas appropriables. On sait que, à cette époque, on pense à quoi? On pense à l'air et on pense à certaines sources d'eau qui ne vont pas être appropriées et qui vont devoir finalement être réservées, je simplifie, à la collectivité. Aujourd'hui, on sait que malgré tout, même si le Code civil a prévu cette disposition qui est, il y a des choses sacrées, on n'y touche pas, elles sont pour tous, parce que finalement elles sont utiles à tous, on sait que cette manière de voir les choses d'ailleurs, n'était pas suffisante, par exemple, pour protéger l'air. Ben oui, l'air, il est à tous. Eh bien, comme il est à tous, on émet des gaz à effet de serre et il y a le réchauffement climatique. Donc en fait, cette manière de voir l'environnement, dans le Code civil, avait présenté, en tout cas le Code civil présentait un accueil favorable à sa protection, mais encore faut-il maintenant déterminer et réactualiser ce que sont les choses communes. Pour en revenir à votre question, donc je vais maintenant y répondre, d'où le fait que le grand débat, c'est de dire cette qualification de choses, elle ne nous a pas réussi. C'est bien qu'il y ait des choses appropriées, il le faut quand même, on reste dans une société de circulation des richesses, et si on en est là malgré tout, eh bien c'est parce qu'il y a eu des gros progrès, donc tant mieux, mais en même temps, il est nécessaire de revivifier et de retrouver ce que nous a dit le Code civil, c'est qu'il y a du sacré, il y a des choses communes, elles sont pour tous, on les protège, on n'y touche pas. Et pourtant, cette notion, elle ne permet pas complètement de protéger. D'où le fait que certains auteurs pensent qu'il faut passer à un stade supérieur et de dire, on fait sortir l'environnement de ce binaire et on lui propose un nouveau statut qui est d'être une personne. Ce ne serait plus une chose, ce serait une personne juridique. Et donc,
on lui offre des droits à cette personne. Peut-être pas des devoirs, mais au moins des droits. Alors, moi, dans l'ouvrage, je dis que c'est une solution, mais que ce n'est pas nécessairement la seule solution. Ensuite, rien n'empêche, effectivement, le législateur d'intervenir pour aller plus loin dans le Code civil. Dans le Code civil, c'est ça qui, à mon avis, serait plutôt extraordinaire, pour nous dire que dorénavant, il y a des droits pour les personnes. Et ça, on les voit sans problème dans le Code civil. Mais l'environnement a fait son entrée en 2016 dans le Code civil. Il y était incidemment depuis 1804 dans le Code civil, mais on n'avait pas fait assez attention à cette possibilité. Passons au stade supérieur et admettons qu'il puisse être une personne. Alors ce n'est pas ce que je prône, parce qu'il me semble qu'il y a d'autres pistes possibles. Et parmi ces pistes, il y en a une que j'ai découverte vraiment en fin de réflexion sur cet ouvrage, qui a été développé par un auteur, qui est une collègue qui s'appelle Sarah Van Uxem, et qui développe le fait que finalement, il est trop facile de nier le fait que les droits et les devoirs ne sont accordés qu'à des personnes. On pourrait tout à fait envisager que des choses aient également des droits. Et il me semble que sa réflexion est extrêmement intéressante, parce que ça permet de prendre conscience qu'on peut tout à fait, en tant que personne, préserver les choses, tout en admettant qu'on n'est pas obligé de changer cette manière de voir un peu binaire du monde, personne-chose, dès lors que l'on admet que la chose elle-même est respectable et peut aussi avoir des droits, voire des devoirs. Et ces devoirs, on les rencontre de plus en plus. L'air a le devoir de nous faire respirer. Si on regarde bien, ce qu'on appelle aujourd'hui par exemple les services écosystémiques sont des services qui sont rendus par l'air, par les choses, par la biodiversité, et admettre que l'air, ces choses communes, nous doit des services, c'est aussi admettre qu'on a les droits à obtenir ce que l'air nous offre comme service et le devoir en échange de les protéger. Donc dans votre ouvrage, vous mentionnez l'affaire du siècle, donc, qui a condamné l'État français en février 2021. Est-ce que vous pourriez nous resituer un petit peu le contexte de cette affaire et quelles seraient les conséquences qu'elle pourrait avoir sur le futur du droit de l'environnement? Alors l'affaire du siècle, c'est vraiment une affaire importante. Alors, qu'est-ce qui est reproché à l'État? Donc, ce sont des associations de protection de l'environnement qui sont allées donc devant le juge administratif, le tribunal administratif de Paris. Ces personnes reprochent à l'État français de ne pas avoir assez d'ambition en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et d'être à l'origine finalement du réchauffement climatique et plus précisément de ce qu'on pourrait appeler le préjudice causé au climat. Moi, le climat, c'est ce que j'appelle cette chose à protéger qui nous est donc commune. Et ce qui est intéressant dans l'affaire du siècle, c'est que devant le juge administratif a été mobilisé non pas les principes publicistes du droit administratif auxquels on pouvait s'attendre, mais ce fameux code civil. Donc déjà, ça c'est assez révolutionnaire de s'appuyer sur non pas un code de droit public, mais un code civil pour demander à l'État de prendre davantage de mesures destinées à lutter contre le réchauffement climatique. Et le juge a dans un jugement qu'on appelle un jugement d'ailleurs pour une part avant dire droit, accepter la demande des victimes en s'appuyant sur le Code civil et plus précisément ce qu'on appelle les articles 1246 et suivants du Code civil. Et son raisonnement est le suivant: il existe effectivement un préjudice causé à l'environnement. Donc, c'est cette fameuse réforme de 2016 dans le Code civil de la réparation des atteintes à l'environnement. Ce préjudice causé au climat ne peut pas être réparé financièrement. Il faut trouver le moyen de le réparer en nature. Alors là, pour l'instant, moi, je n'ai aucune solution. On verra ensuite ce que va nous dire le juge quand il va statuer sur le fond de manière plus précise. Et il enjoint une mesure d'instruction qui est destinée à trouver
les mesures de prévention et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors pourquoi je trouve cela important? Parce que ça nous montre bien ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est le potentiel de ce code civil, puisque c'est tout de même grâce à un texte qui a été intégré dans un code qui régit initialement les relations entre personnes privées, que finalement l'État lui-même va devoir répondre à son devoir de prévention des atteintes à l'environnement pour prendre des mesures destinées à protéger cette chose qui est le climat. Alors c'est d'autant plus intéressant que ce dont je viens de vous parler concerne l'État. Actuellement en cours, une autre affaire qui est très importante, qui est la même affaire, mais à l'encontre d'une entreprise, et cette fameuse entreprise pétrolière française, qui est Total. Cette fois, les victimes ne demandent pas seulement à l'État, mais demandent à cette entreprise de prendre des mesures plus importantes de lutte contre le réchauffement climatique. Et là aussi, nous avons des dispositions qui sont intéressantes, ce qu'on appelle le devoir de vigilance, mais encore une fois, le Code civil, avec la nécessité de réparer et de prévenir les atteintes à l'environnement. Alors, cette affaire Total, on va en entendre beaucoup parler dans les mois qui viennent, et surtout, les demandeurs, finalement, ont tout intérêt à se tourner vers l'extérieur, c'est-à-dire à regarder ce qui se passe ailleurs, puisque jeudi dernier, c'est l'entreprise Shell, donc le pétrolier néerlandais, qui vient d'être condamné par le juge hollandais sur le fondement de son code civil, le code civil néerlandais n'étant autre que le code civil de Napoléon de 1804 en Hollande, avec les mêmes, pour beaucoup, les mêmes dispositions, dont une disposition qui ressemble à notre fameux article ancien du code Napoléon 1382 du code civil que tout étudiant en droit dès la deuxième année connaît par cœur, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. On retrouve à peu près cette même disposition dans le code civil hollandais, et le juge hollandais nous dit, sur ce fondement, on peut en déduire le fait que dorénavant, ces grosses entreprises pétrolières ont un devoir de prévention des atteintes au climat, et plus précisément un devoir de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de manière tout à fait logique, une sorte de syllogisme qui est, regardez, Shell n'a pas pris des mesures qui permettent de se conformer à ce devoir, donc Shell est condamné non pas à donner des dommages d'intérêt, ça ne servirait à rien, donner des dommages d'intérêt à qui? Au climat, c'est pas possible, non, est condamné à prendre des mesures de lutte contre le réchauffement climatique, sachant que, pour moi c'est tout l'intérêt, c'est qu'en plus le juge vient préciser que Shell est plus émetteur de gaz à effet de serre que son propre État qui l'accueille, c'est-à-dire la Hollande, évidemment, avec 1100 filiales à travers le monde, on ne peut pas ne pas être émetteur de gaz à effet de serre. Donc voilà, moi je trouve que ça vaut le coup, dans ce cas-là, de redécouvrir ce que nous disent nos dispositions du Code civil, parce que le Code civil pourrait permettre ce que ne peuvent pas d'autres dispositions plus techniques et plus précises. On voit tout au long de votre ouvrage, en fait, et donc vous nous l'avez évoqué aussi au cours de cette interview, que l'environnement entretient un lien et avec le droit civil et avec justement certains droits spéciaux et même le droit public. Et j'aimerais savoir, selon vous, quelle est la place que le droit de l'environnement est amené à prendre dans le futur? C'est-à-dire de savoir en fait si il doit se cantonner un petit peu au rôle que vous lui voyez justement dans le Code civil, et défendre justement son attribut primordial, ou plutôt est-ce qu'il devrait finir par s'émanciper totalement et devenir un droit totalement autonome? Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que moi, ce que j'ai redécouvert à travers ces dispositions du Code civil, en fait, le Code civil n'ignore pas le droit public. Il y a une belle place qui est faite au droit public, c'est celle qui vient
limité. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez, simplement, moi, les rédacteurs nous disent il y a quand même des limites, et ces limites, elles seront fixées justement pour l'intérêt général par le droit public. Donc on nous dit par exemple, le droit de la propriété, oui, mais attention, selon des réglementations qui dans le respect des diverses réglementations. Les choses communes, et hop, dans un alinéa 2, on précise organisé par les diverses lois de police. Donc le champ du droit public est très très présent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme le Code civil lui-même a renvoyé au droit public, le droit de l'environnement s'est construit en opposition à ce Code civil, et donc en opposition, quelque part, à la liberté individuelle. D'où le fait que le Code de l'environnement est un code qui est considéré, en règle générale, comme un code relevant du droit public. Alors, à mon avis, on ne peut plus raisonner de cette manière-là aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les limitations sont devenues telles qu'elles reconfigurent également la manière dont on conçoit les relations dans ce Code civil. La propriété n'est plus exactement la même, les choses communes ne sont plus exactement les mêmes, et finalement, ce droit qui était considéré comme un droit en opposition au droit lui-même civil, permet de reconfigurer les relations interindividuelles et d'admettre que dorénavant, il est normal que tout individu prenne en compte l'environnement dans ses relations interpersonnelles. Donc il me semble qu'à l'avenir, le droit de l'environnement ne sera jamais une matière autonome. Ça n'existe pas de toute façon, je ne sais pas, ça n'existe pas des matières autonomes en droit. Sera de plus en plus une matière qui, traditionnellement, reste une matière de droit public parce que c'est tout de même une matière qui vient limiter les libertés individuelles, si on entend le droit public comme une limitation des libertés individuelles. Mais de plus en plus, pour que cette protection de l'environnement soit, à mon avis, effective, il faut qu'elle aille chercher du côté du quotidien, du côté de ce qui fait la richesse de nos relations interpersonnelles. La relation qu'a un consommateur lorsqu'il conclut un contrat et qu'il acquiert un bien, est-ce que ce bien est protecteur de l'environnement ? Toutes sortes de relations, moi ici que j'appelle les biens environnementaux, les droits et devoirs environnementaux, mais également ce qu'on appelle les obligations environnementales. Je terminerai par dire qu'il y a une réforme actuellement qui est importante. À la suite de la Convention citoyenne pour le climat, il a été proposé de réformer la Constitution de 1958. Donc je pense que beaucoup de monde en a entendu parler. Alors ça a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, et en ce moment le Sénat freine la réforme. Mais moi je pense que finalement, je me demande si on n'est pas en train de se tromper de chemin, et que c'est pas seulement du côté de la Constitution, à mon avis, qu'il faut aujourd'hui voir les évolutions. Les évolutions, elles ne peuvent pas venir uniquement du droit, à mon avis, d'en haut. Et de plus en plus, il me semble qu'au contraire, il faut faire entrer, alors c'est la grande phrase de tous les ministres, de beaucoup de parlementaires, il faut faire entrer ils nous disent qu'il faut faire entrer l'environnement dans le quotidien des Français. Bien pour moi, faire entrer l'environnement dans le quotidien des Français, c'est véritablement faire entrer l'environnement dans ce code civil qui est le premier code emblématique des relations interindividuelles. Le code civil, c'est pas seulement le mariage, le divorce, acquérir une propriété, que sais-je, des successions, reconnaître un enfant. Non, ça serait aussi comment on se comporte avec l'environnement. Et là, je pense que ce sera véritablement un grand progrès dans l'effectivité de la protection de l'environnement, quand ça nous semblera normal que l'environnement fasse partie du quotidien des Français, c'est-à-dire dans ce que, à mon avis, moi quand je demande à des étudiants qui ne font pas du droit quel est le code qu'ils connaissent, qu'est-ce qu'a créé Napoléon, tiens, on est justement l'année
de la commémoration de Napoléon, on pourrait peut-être y penser, c'est le Code civil qui reste ce code emblématique. Ça serait un beau symbole d'y faire entrer véritablement la protection de l'environnement. Très bien, chère Mathilde, je vous remercie d'avoir accepté justement de participer avec nous pour ce festival du quartier du livre, pour nous présenter justement votre ouvrage, dont je rappelle le titre, Le Code civil, un code pour l'environnement, paru aux éditions Dalloz tout récemment. Et je vous remercie pleinement d'être venu avec nous pour en discuter. C'est moi qui vous remercie, Vincent, pour également cet accompagnement dans l'édition. Et puis je remercie bien évidemment aussi mon éditeur Dalloz qui m'a donné l'occasion de pouvoir écrire ce livre. Je vous remercie. C'est un grand plaisir.